C'est bien sûr un grand privilège, un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui, et merci donc aux organisateurs. Yves Coppens nous a rappelé ce matin qu'il y a 10 000 ans, nous sommes passés de chasseurs-cueilleurs à l'élevage et à la domestication. Ça a été un changement absolument drastique dans nos sociétés, et pourtant, on est toujours des chasseurs en milieu aquatique. On est toujours des chasseurs, et en réalité, la pêche, dont nous allons parler maintenant, c'est notre dernière activité d'exploitation d'une ressource renouvelable sauvage à une échelle industrielle. C'est la dernière. Donc c'est un modèle absolument fabuleux. C'est un modèle fabuleux d'une relation forte avec la nature, avec des ressources qui ne sont pas contraintes. Alors, en d'autres termes, est-ce qu'on va être capable de réconcilier l'homme, c'est quand même la rapidité, l'action, cette flèche du temps, et cette lenteur des cycles animaux et de production du milieu marin. C'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, en deux temps. Le premier temps, c'est cette flèche du temps, de flèche de l'exploitation, et la façon dont on a perçu le monde marin et dont on a bâti ses conquêtes et ses découvertes, et puis cette exploitation qui avait pas de limites et pas de contraintes. Et puis, une deuxième partie qui, vous le verrez, sera optimiste, pour construire, pour nous réconcilier avec le non-humain, et puis aussi pour construire, d'avoir une vision collective, et puis construire des scénarios pour un futur viable en milieu marin. Alors, je commence donc par cette première partie. La pêche en Méditerranée, on le voit là, c'est une mosaïque romaine, romaine qui est en Tunisie, et on voit l'homme est au milieu de cette abondance absolument formidable, de cette diversité que Gilles Boeuf a décrit. Les ressources marines sont très tôt apparues comme inépuisables. Et en réalité, il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été développés au cours du temps, de façon historique, et un des premiers arguments, c'était Grotius, qui a écrit... Alors Grotius, c'était un génie, à 11 ans, il était à l'université, à 13 ans, il devait écrire sa thèse de doctorat, et il a écrit en 1609 « Mare Liberum », la mer libre. Donc c'était cette vision de conquête, le père du droit international public. C'est-à-dire, il écrit en substance la pêche en mer est libre, car il est impossible d'en épuiser les richesses. Un peu plus tard, 250 ans plus tard, c'est la même tonalité qui est donnée, parce que la mer est un espace libre et abondant, très abondant et très riche. Donc c'est l'époque où on commence à s'interroger sur la gestion des ressources marines. Et là, Thomas Huxley, qui était l'ami de Darwin, il y a cette grande exposition universelle en 1883 à Londres, et on déclare « Rien de ce que nous faisons ne peut affecter le nombre de poissons ». Donc il y a cette légitimation d'une croissance des pêches et d'un libre accès aux ressources. Un tournant aussi complètement décisif dans notre relation avec le milieu marin, dans la gestion des ressources, c'est la conférence de Rome en 1955. Et là, il y a déjà tout plein d'aspects, je dirais, scientifiques qui commencent à quantifier la relation entre les pêcheurs et l'abondance des stocks de poissons. Et il y a deux mathématiciens, Graham et Schaeffer, qui font une courbe en cloche et disent, voilà, si on augmente l'effort de pêche, on va arriver à capturer un maximum, et puis après, ça diminuera. Et donc, c'est la naissance de ce qu'on appelle le rendement maximum durable. C'est en réalité avec cet instrument, cet indicateur-là, qu'on gère les pêcheries et qu'on les gère toujours. En réalité, en 1955, toutes les pêcheries mondiales étaient à leur début, et cet argument-là cet indicateur a été en réalité pour légitimer une globalisation des pêches et pour légitimer le fait que tant qu'on n'aurait pas atteint cette valeur-là, les quotas, en quelque sorte, on pouvait les pêcher. Alors, ça, c'est une courbe qui a été actualisée la semaine dernière par la FAO et qui est absolument incroyable. Incroyable. Je vous demande simplement de considérer les petites barres verticales. Les petites barres verticales, c'est quoi? C'est la consommation individuelle moyenne par habitant terrestre. Alors, on l'a vu avec Gilles Boeuf qu'entre 1950 et 2012, il y a eu un accroissement considérable, mais là, c'est par individu. De consommation en poissons. Et on voit que notre appétit pour les poissons est devenu absolument considérable. Vous le voyez que dans les années 50, un terrien
mangeait 3 kilos de poisson. Aujourd'hui, vous le voyez, et cette courbe qui a été actualisée, donc je vous le disais la semaine dernière, chaque année, la FAO s'inquiète de cette courbe et de cette tendance-là, s'inquiète, et vous voyez, on a atteint au niveau mondial, bien sûr avec beaucoup de disparités entre de nombreux pays, a atteint les 20 kg par habitant. Donc il faut multiplier par le nombre d'habitants qui a considérablement augmenté. Donc ça met, vous voyez que cette pression énorme fait qu'on doit toujours plus produire du poisson. Alors, toujours plus produire du poisson, et bien voilà la courbe des captures. Alors là, en bleu clair, ce sont les captures marines, vous le voyez, Gilles vous l'a montré, elles se stabilisent à peu près à partir des années 80-90, et puis pour nourrir cet appétit grandissant, eh bien, il y a un développement de l'aquaculture en bleu foncé. Donc cet accroissement est tout à fait incroyable. Alors, on le voit que pour les captures marines, cet accroissement des captures et cette stabilisation depuis les années 80 est en réalité le résultat d'un effort d'extraction de plus en plus fort. Et même si on a une certaine stabilité de ces captures, vous le voyez, l'effort de pêche, qu'on appelle l'effort de pêche, c'est-à-dire un nombre de pêcheurs, un nombre de bateaux, des temps de pêche et plein d'autres mesures de l'effort, s'accroissent considérablement. Alors, la technologie a joué aussi un grand rôle dans cet essor de la pêche. Et là, voilà un exemple de seineur. De seineur, vous savez, c'est ce bateau qui ont des grands filets qui permettent d'entourer les poissons et puis de les capturer. Alors ça, c'est des photos dans mon laboratoire de collègues qui ont pris des photos dans les années 50, 70 et puis en 2000. Alors, bien sûr, il y a toute une technologie, d'ailleurs c'est une technologie de guerrière, qui a été utilisée pour l'extraction de nos ressources renouvelables, pour améliorer l'efficacité. Et on s'en est en réalité toujours servi de cette façon-là. Ce n'est pas pour pêcher mieux, mais pour pêcher toujours plus et plus rapidement. C'est cette flèche du temps. Donc, années 50, vous le voyez, ce petit bateau, les années 70, et puis voilà les navires avec, bien sûr, toute l'électronique possible et imaginable. Alors, pour vous dire comment cet accroissement de l'effort a été considérable, je prends cet exemple-là. Ça, c'est un bateau des années 70. Et moi, j'ai un chercheur dans mon laboratoire qui a suivi ce bateau pendant 30 ans, avec le même capitaine. Eh bien, ce bateau, imaginez-vous que simplement les apports technologiques depuis 1970 lui permettent de pêcher 7 fois plus, alors que l'abondance a diminué de moitié dans l'océan Indien pour les thons. Donc ça vous montre cet accroissement incroyable technologique et d'efficacité, notre efficacité. Il y a notre efficacité, mais il y a aussi l'expansion des pêches. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est cette jaune rougeâtre qui montre l'activité de pêche au cours du temps. C'est dans les années 50, voilà, ça c'est la latitude, et voilà, ça ce sont les années. Et vous le voyez, l'activité de pêche est devenue grandissante pour atteindre aujourd'hui une expansion latitudinale complète, c'est-à-dire que toutes les zones sont aujourd'hui pêchées. Alors, je travaille à l'IRD et c'est vrai que le poisson, c'est une denrée, vous le voyez, qu'on consomme beaucoup et qui est très échangée. C'est une matière première les plus échangées, puisqu'il y a 40% des poissons qui sont pêchés qui sont échangés sur des marchés mondiaux. Et alors, c'est intéressant de comparer ça, par exemple, avec le blé. Le blé, c'est simplement 20% et le riz, simplement 5%. Alors, il y a des gros consommateurs, on les connaît, ce sont les pays riches, les USA, l'Union européenne, le Japon, et vous le voyez sur cette carte, c'est l'impact de la consommation dans ces pays-là. Donc, ça fait à peu près 28 millions de tonnes qui mangent finalement les 35% des captures mondiales, et vous voyez l'empreinte sur les pays du Sud. Alors, une autre chose qui est importante, c'est qu'on parle beaucoup d'aquaculture, et ce qu'il faut voir, c'est que l'aquaculture consomme la moitié de ces 37% des captures qui sont transformées en farine de poisson et en huile pour l'aquaculture et l'élevage. On parle du changement de ces écosystèmes. Il y a le déclin, bien sûr, il y a tous ces grands animaux qui sont, je dirais, la cible de l'exploitation. Et on le voit sur ce graphe-là, la diminution, le déclin des grands animaux et de l'abondance de ces grands animaux, vous le voyez, elle est considérable par rapport à des points de référence historiques. Alors ça, par exemple, pour les poissons comme les poissons diadromes, les poissons comme les morues, comme les requins, les
les espadons, et puis vous avez bien sûr les tortues marines, les oiseaux marins, les mammifères. Donc vous voyez, on considère généralement en halieutique que, bien sûr, si on pêche, on va diminuer l'abondance, mais pas en dessous de 50%. Donc là, on le voit bien, on est dans des zones à 60, 70, 80, 90%, où ces animaux ne disparaissent pas, comme vous le dit Gilles Boeuf, ils ne disparaissent pas. Ils sont toujours, on peut les trouver dans les océans, mais ils sont à des niveaux d'abondance extrêmement faibles. Alors, c'est ça qui fait que le monde marin change, se simplifie, et on voit des abondances beaucoup moins grandes, on voit moins d'espèces parce qu'elles sont rares. Et il y avait, c'était il y a 2 semaines, je crois, il y avait le Muséum d'histoire naturelle a produit un article tout à fait fascinant, vous savez, parce que finalement cette diminution d'abondance, on ne s'en aperçoit pas, et d'une génération à l'autre, on a du mal à réaliser que cette abondance, comme le milieu marin, peut être extrêmement riche, extrêmement diversifié. Alors, je reviens à cet article du Muséum d'histoire naturelle qui a analysé les films de Walt Disney depuis 30 ou 40 ans et qui a montré la simplification de notre perception du monde naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les films de Walt Disney, s'il y a 10 ou 12 espèces animales, c'est bien ce qui est produit. Mais alors que vous regardez les films il y a 20 ou 30 ans, il y avait beaucoup plus, une diversité beaucoup plus grande. En réalité, notre vision de la nature s'érode et se dégrade, et on perçoit beaucoup moins cette richesse potentielle des océans. Alors, je vous l'ai dit, l'extraction est de plus en plus difficile et coûteuse pour les ressources. Vous avez des graphes ici qui sont intéressants parce que ça, c'est l'abondance mondiale des poissons, vous le voyez, qui diminue. Et puis, vous le voyez qu'il faut toujours aller plus loin avec des efforts toujours plus grands. On a vu ces bateaux pour extraire finalement des captures qui sont aujourd'hui, vous l'avez vu, stables. Alors, en réalité, ça, on va en parler dans la conférence, mais et Serge va certainement en parler. Bien sûr, quand on regarde, par exemple, pour la production de céréales et qu'on compare avec les inputs, les fertilisants, par exemple, qui sont utilisés par tonne de céréales. Et on voit qu'au niveau mondial, on est obligé de mettre toujours plus pour extraire donc une extraction des ressources renouvelables qui est de plus en plus coûteuse. Et on a bien sûr la même chose aussi pour le charbon. Et on voit que pour le charbon, on a une diminution de la production globale, mais que le charbon en surface, qui est beaucoup moins riche, beaucoup moins intéressant, augmente. Donc voilà, cette difficulté d'extraire de plus en plus. Alors, jusqu'où on peut aller? Alors, j'ai travaillé en Namibie et puis en Afrique du Sud, et là, je vais faire comme Hubert Reeves, je vais vous raconter 2 petites histoires. Une assez triste, et puis une plutôt stimulante. Alors, là, on est à peu près dans une zone, ça s'appelle le Benguela, et là, il y avait des stocks de sardines, d'anchois absolument incroyables, et des pêcheries, alors qui sont pas gérées, c'est-à-dire on fait un petit peu ce qu'on veut, en Namibie, et puis en Afrique du Sud, une approche précautionneuse, une approche écosystémique qui essaie de s'adapter aux fluctuations naturelles de la ressource. Alors, ça, c'est l'histoire, je dirais, un peu un succès, c'est-à-dire qu'on a des fluctuations de capture, et puis vous voyez, ce sont des captures de différentes espèces, et on arrive à maintenir les pêcheries, on arrive aussi à des fois, je me rappelle quand je suis arrivé en Afrique du Sud, ils m'ont dit « Ah, on a arrêté la pêcherie de sardines ». Alors tous les pêcheurs se sont arrêtés de pêcher pendant 2 ans, et puis après la sardine est revenue. Donc voilà, donc il y avait cette approche précautionneuse, écosystémique, qui a permis sur le long terme de maintenir finalement les captures. Et regardons l'histoire plus extrême de la Namibie, où là, vous le voyez, vous avez ce gros paquet noir qui est en réalité les poissons fourrages, les sardines et les anchois, et qui ont été surpêchés et puis qui ont complètement disparu de l'écosystème, et puis qu'on continue à être surpêchés même quand tentés de réapparaître. Alors qu'est-ce qui s'est produit dans cette expérimentation à grande échelle, où finalement on a retiré tous les poissons pélagiques, puisqu'il y en avait 10 millions de tonnes, et c'est venu à peu près 0 dans les années 80-90. Eh bien, on a vu les méduses qui étaient négligeables, complètement négligeables avant les années 70, qui ont atteint des niveaux records. Vous savez, les méduses, on les connaît tous, mais on les connaît à certaines saisons. Au moment du printemps, il y a des méduses en Méditerranée, mais après elles disparaissent, parce que c'est cette grande diversité
qui interagit avec les méduses et qui les empêche de proliférer. Dans cet écosystème-là, c'est ce qu'on appelle un changement de régime, et c'était un des premiers changements de régime documentés par la surpêche. Eh bien, la méduse, vous savez que la méduse, c'était l'habitant du Précambrien, c'était il y a 650 millions d'années, elle est venue et elle s'est installée durablement. Et depuis, on a entre 40 millions de tonnes et 12 millions de tonnes, mais voilà ce que ça donne quand on pêche. C'est-à-dire qu'on a 3 fois plus de méduses que de poissons en Namibie depuis les années 80, et ça, c'est dû à la surpêche. Alors, c'est dû à la surpêche, et bien sûr, les sardines et les anchois, vous savez, c'est ce qu'on appelle le poisson fourrage, c'est-à-dire ce qui permet à l'écosystème de se maintenir et d'être viable. Donc, tous les oiseaux sont morts de faim. Donc, les manchots, les fous du Cap, ils ont diminué de 77 et 94%, dû à l'absence de nourriture, l'absence de sardines. Donc, vous avez une photo là à Lüderitz, vous voyez les manchots, et là, la même photo aujourd'hui. Alors, on peut se demander, bon, la pêche, c'est la chasse en milieu aquatique, on ne contrôle pas assez, on ne pourra pas la contrôler, c'est notre dernière activité de prélèvement d'une ressource sauvage. Alors, est-ce que finalement, avec 5-10 000 ans de décalage avec le milieu terrestre, on n'est pas en train de suivre la même trajectoire et de remplacer avec ça par l'aquaculture, ce qui sera une chose beaucoup plus contrôlée. Et donc ça, c'est des interrogations qui passent dans les médias, bien évidemment, et qui s'interrogent sur le futur de la pêche. Alors, on va parler de ce futur de la pêche, parce que, bien évidemment, on ne produit pas 100 millions de tonnes de protéines sauvages de cette façon-là. Alors, la première chose, c'est réconcilier nos différentes visions. On a tous une vision différente de la nature. Bien sûr, les pêcheurs veulent pêcher plus. 10 minutes. Merci. Non, c'est bon. Les industriels, les scientifiques, les consommateurs qui veulent acheter des poissons. Donc, il nous faut une vision qui peut changer le monde. Et en fait, la vision, c'est la seule chose qui peut vraiment changer le monde. Alors, bien sûr, il nous faut une vision partagée, une société durable désirable, qui soit d'un monde réel, de telle façon qu'elle soit juste et équitable pour toute l'humanité. Mais ce qui est nouveau et ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est aux autres espèces et aux générations futures. Alors, on a en perspective de reconstruire les écosystèmes, les pêcheries, c'est-à-dire maintenir la biodiversité, maintenir des niveaux de capture élevés, maintenir des emplois dans la pêche. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches. Et pour la première fois dans l'histoire de la gestion des ressources renouvelables, il y a cette nouvelle considération qui est réconcilier l'exploitation avec la conservation des espèces marines, qu'elles soient exploitées ou non exploitées, comme par exemple pour les oiseaux marins. Alors, ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas simplement un doux rêve d'écologue, c'est en réalité tout un travail au niveau des accords multilatéraux qui ont abouti à cette approche écosystémique. Donc c'est tout un travail international qui a permis de mettre en scène et mettre en selle cette approche écosystémique, et puis de définir aussi des objectifs pour nos pêcheries, par exemple reconstruire les pêcheries, définir des réseaux d'aires marines protégées, adopter l'approche écosystémique des pêches. Donc il y a tout ce travail, je dirais, d'accords mondiaux internationaux. Donc l'approche écosystémique des pêches, c'est éviter la dégradation des écosystèmes, minimiser le risque des changements irréversibles, comme par exemple ce qui s'est passé en Namibie. Et ce qui s'est passé en Namibie, en réalité, ça se passe dans beaucoup d'endroits, en mer Noire, ça se passe dans la mer de Bohai. Donc c'est un objectif important pour les océans, et puis obtenir et maintenir des bénéfices écosystémiques. Alors aujourd'hui, par exemple, les scientifiques sont capables de produire une connaissance sur ces indicateurs-là et mettre en œuvre l'approche écosystémique. Par exemple, on s'est intéressé récemment à combien de poissons fourrage, combien de ces sardines et ces anchois faut-il laisser dans la mer pour nourrir les oiseaux marins. Alors ça, c'était une analyse mondiale. Vous voyez, on a pris tous les oiseaux marins, on a regardé les taux de survie des oiseaux marins qui sont sur cette courbe-là, et puis leur proie, c'est-à-dire ce qu'ils mangeaient, les sardines, les anchois. Et là, sur ce graphe, vous avez l'abondance, sur ces points-là, vous avez l'abondance des proies versus les taux de survie des oiseaux. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut préserver à peu près un tiers de l'abondance de ces poissons fourrages, donc de ces sardines et ces anchois dans la mer, pour éviter que ces taux de succès de reproduction ne faiblissent. Vous le voyez, vous avez une inflexion de la courbe ici, donc il faut éviter cette zone-là. Donc c'est à peu près un tiers de l'abondance des poissons fourrages. Donc un point de référence écosystémique considéré aujourd'hui et rapidement, je dirais au niveau international,
USA, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Il y a aussi, et ça c'est vraiment une bonne chose, au niveau européen, on parle beaucoup de l'Europe, mais il y a une bonne chose, la directive CAP pour la stratégie du milieu marin. Alors, c'est quoi pour l'Europe? C'est atteindre ce qu'on appelle le bon état de santé des océans. Alors, il y a eu une liste de descripteurs qui permettent de déterminer le bon état de santé des océans. Vous voyez, vous avez la diversité biologique, vous avez des considérations en dynamique des populations, et puis vous avez ce sur quoi j'ai insisté, c'est qu'est-ce qu'un écosystème qui fonctionne pour éviter, par exemple, d'être envahi de méduses. Donc, il y a tout ce cadre-là. Il y a aussi un cadre international, et je voudrais revenir là-dessus, et c'est l'IPBES. Vous connaissez le GIEC. Le GIEC, c'est une aventure scientifique fantastique qui a été nobelisée, qui a eu une quinzaine d'années de durée maintenant, qui a commencé donc une quinzaine d'années, et qui a permis à toutes les sciences physiques, et puis toutes les sciences démographiques, etc., de construire des scénarios et de construire une science intégrée avec toute la meilleure information disponible sur le changement climatique. Aujourd'hui, on a une ambition, je dirais, absolument incroyable, qui est l'IPBES. C'est pour les écosystèmes marins et les écosystèmes terrestres, de se poser la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 20, 30 ans ou 40 ans dans un contexte de changement global. C'est donc assembler la meilleure science possible qui permettra aux politiques publiques, en interface avec les politiques publiques, pour informer et puis pour prendre les meilleures décisions connaissant les contraintes. Donc c'est construire finalement notre futur, construire des scénarios prospectifs en intégrant ces savoirs. Et quand je me dis, on est en train de faire cette chose-là qui va nous demander un temps, moi je dis aux chercheurs, ça va nous demander 10 ou 15 ans d'assembler tous ces savoirs. Je pense que ces savoirs, vous savez, c'est parti un peu de la même démarche. On connaît tous l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et quand on lit la genèse, la publication de l'encyclopédie, c'était quoi? C'était un contexte où il y avait besoin de développer, c'était dans un contexte de complet renouveau des connaissances. Le but aussi était de mettre le savoir scientifique au centre des décisions publiques. Et en réalité, alors ça, vous savez, cette encyclopédie, elle a été faite par 1000 personnes pendant 24 ans. Ça a été un travail national extrêmement fort, extrêmement important pour éclairer finalement notre société et puis prendre des décisions qui ne soient pas basées uniquement sur les mythes ou sur les croyances. Aujourd'hui, on a besoin de cette connaissance pour nous éclairer sur le futur. Parce que si on est là aujourd'hui, on a quelques angoisses sur le futur et sur les projections et les contraintes. Donc aujourd'hui, bien sûr, ça va être un projet international. On a Internet, on a des accès au savoir, mais il va falloir aussi intégrer ces savoirs, il va falloir les mettre ensemble, il va falloir les articuler, les intégrer pour construire ces scénarios. Il va falloir aussi les communiquer. Moi, j'étais au Grenelle de la mer, j'étais au Grenelle de l'environnement, et j'étais stupéfait comme la communication scientifique était très pauvre. Alors bien sûr, on peut faire des très belles conférences, mais il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange qui soit fort. Et par exemple, si on construit ces scénarios, il va falloir faire des centres, par exemple, de consilience, c'est-à-dire des centres où on va pouvoir échanger l'information scientifique qui va être intégrée, et puis avec les décisions, avec les décisions de politique publique. Donc ça, c'est important. Alors, l'homme peut-il s'adapter au rythme naturel? Il va falloir, je vous le rappelle, je vous redis encore une fois, on est encore des chasseurs-cueilleurs en milieu marin. Donc il va falloir s'adapter aux ressources et à leur cycle lent de reproduction. Donc il va falloir aller vers des slow fish. Alors slow fish, vous savez, c'est le mouvement slow. Et fish, alors en anglais c'est bien parce que ça fait des poissons qui sont lents, et puis ça fait fish, c'est aussi les pêcheries. Donc ça fait des pêcheries lentes. Donc c'est une métaphore, et c'est une métaphore importante qui suggère une stratégie durable de l'exploitation dans un contexte d'exploitation viable. Alors il va falloir aller un peu plus lentement, rester petit et manger mieux et moins. Alors aller lentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre compatibles les prélèvements par les pêches et le renouvellement des ressources marines. Ça paraît trivial, mais il faut le faire. Il faut reconstruire les stocks et il faut les gérer comme on le fait en Afrique du Sud. C'est la mise en place d'une politique d'aménagement active et de programmes sociaux pour diminuer l'impact de la pêche. On utilise encore aujourd'hui trop les subventions pour renforcer cette courbe
ahurissante d'efforts de pêche au lieu d'aller vers une politique d'aménagement plus durable. Il va falloir privilégier les pêches artisanales, des engins passifs, le chalutage, c'est 60% des pêches mondiales, c'est très gourmand en énergie fossile, et le chalutage, ça modifie grandement tous les habitats. On l'a vu avec la diapositive que tu as présentée, Gilles. Et puis aussi, il va falloir aussi des choix volontaires de maintenir les pêcheurs en état de pauvreté chronique. C'est accepter qu'ils devront décider par eux-mêmes de leur propre devenir. Donc il va falloir aussi changer nos consommations alimentaires, manger plus bas dans les chaînes trophiques, que ce soit des sardines ou des anchois, et puis consommer aussi des poissons non menacés. Je faisais une émission il y a 3 jours sur Envoyé spécial, où on voyait des gens qui se régalaient d'une espèce menacée, des civelles. Alors, est-ce qu'on doit, à notre époque, continuer à manger des espèces menacées? Est-ce qu'on va manger... voilà, donc ça, c'est un problème éthique. Alors, l'homme peut-il s'adapter à lui-même? Pour s'adapter, il va falloir qu'on ait une vision partagée de notre futur. Et ça, c'est important. Et je dirais que pourquoi je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de changer, c'est parce que, par exemple, l'approche écosystémique des pêches, c'est une vision partagée. Et je trouve absolument admirable qu'au niveau européen, au niveau international, à certains niveaux nationaux, il y ait eu cette acceptation de l'approche écosystémique des pêches qui est en train de bouleverser notre relation avec la nature. Ce qu'on met en avant aussi, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est une science de la connaissance. On a toujours cette idée que la science, c'est l'innovation. C'est ce qui va résoudre nos problèmes en innovant techniquement. On le voit, la technologie, ça peut être aussi un problème. Donc il y a, je dirais, cette science de la connaissance qui est énorme, qui est vaste, mais qu'il va falloir intégrer et qui, si elle est intégrée, pourrait permettre d'éclairer les politiques publiques. C'est donc cette construction des scénarios au sens IPBES, donc une plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, est tout à fait clé pour assembler ces connaissances. Et puis il y a le mouvement SLOW, c'est une déclinaison au niveau local de contraintes globales pour définir la durabilité. Et ça, c'est, je dirais, une réappropriation sociale, écologique, économique des ressources marines. Voilà, je pense que ce que j'ai voulu dire, c'est l'importance de notre connaissance scientifique. Et c'est sûr que s'il n'y a pas de futur, si on n'envisage pas, si on n'a pas cette vision du futur, notre connaissance scientifique ne sert à rien, ne servira à rien. Et donc c'est cette phrase du chant 10 de l'enfer, tu comprends ainsi que notre connaissance sera toute morte à partir de l'instant où sera fermée la porte du futur. Alors, ce qui est enthousiasmant, c'est qu'on a un futur et on a une vision, on a des objectifs. Et vous savez, il y avait ce joueur de baseball, Yogi Berra, qui disait à ses joueurs, si vous ne savez pas où la balle va aller, eh ben, elle ira toujours autre part. Et c'est la même chose pour nous, c'est-à-dire que si on ne construit pas un objectif dans le futur, eh ben, on ira ailleurs. Mais ailleurs, je ne sais pas où c'est. Merci.